Je suis une ville d'eau, je suis une ville de confluent, celui de la Sambre et de la Meuse. Je suis Namur, bien sûr, que nous allons redécouvrir. Namur en son pays des vallées, pour une escapade qui sera historique, patrimoniale et nécessairement gourmande aussi devant eh bien, des symboles de Namur. Du haut de cette citadelle, 2000 ans d'histoire vous contemple, pourrait-on paraphraser, pas dans cet état-là, à cette forme-là, c'est le bon maréchal de Vauban qui a appris à Namur qu'il était fait maréchal, qui la lui donna à la fin du XVIIe siècle, et Louis XIV en personne est venu porter le siège devant Namur. C'était à titre personnel la dernière expédition à laquelle il assistait, et pour l'anecdote, il n'était pas venu tout seul, il avait son historiographe avec lui, un certain Jean Racine, et même son confesseur, le père Lachaise. Pour beaucoup, lorsque l'on évoque ce fameux maréchal Vauban, on pense, il est vrai, immanquablement à la citadelle de Namur. Et pourtant, Vauban et la citadelle... Pourtant, effectivement, quand on se promène dans la citadelle aujourd'hui, nous sommes dans une forteresse reconstruite en 1815, avec des bâtiments de 1815 qui intègrent des structures plus anciennes. Derrière moi, on voit les tours du château médiéval, mais tous les bâtiments de surface sont de l'époque hollandaise. En fait, Vauban est associé à toutes les fortifications en bastion. Vous allez en Italie, vous voyez des fortifications en bastion, et les gens se disent « Tiens, Vauban est venu ici aussi ». C'est un peu l'arbre qui cache la forêt, c'est un personnage qui a eu une aura considérable de son temps, mais aussi au XVIIIe siècle, puisqu'en fait, il représentait en quelque sorte l'État vainqueur de l'Europe à la fin du règne de Louis XIV, même si ça ne s'est pas toujours très bien passé. Vauban est lié à Namur, il est quand même venu 3 fois. Il est venu en mission d'espionnage en 1689, il a assiégé la ville en 1692, il a fortifié ou amélioré les fortifications de Namur, mais en ville nous avons encore l'arsenal dont il a ordonné la construction, et l'ingénieur en place pendant qu'il était parti a fait quelque chose de beau et en pierre et de durable au grand plaisir des Namurois, mais lui avait prévu simplement un bâtiment en pan de bois facile à mettre en œuvre et à construire. C'est quand même le seul arsenal subsistant en Belgique du XVIIe siècle. Retour à la citadelle pour une entrée étonnante dans un univers très gourmand. Et voilà, nous nous trouvons donc dans les anciennes galeries du tram, désaffectées, et dans lesquelles nous faisons l'élevage du vin depuis 1960. C'est pourtant en 1879 que la famille Graffet-Lecoq s'installe à Namur pour débuter une activité fréquente à l'époque, l'élevage du vin français exclusivement. En plus de 130 ans, les générations qui suivirent ont perpétué les gestes et savoirs d'une profession que la famille est la seule encore à pratiquer en Belgique. Mettre le vin en fût a une qualité tout à fait particulière, c'est que le vin est un produit de terroir, du sol, mais pour révéler toute la personnalité d'un terroir, le vin a besoin d'être en fût pour acquérir de l'oxygène et révéler toute sa personnalité. C'est vraiment quelque chose de passionnant, c'est un produit brut que nous recevons et on va voir son évolution à travers les mois par rapport à l'acquisition d'oxygène et on va voir des arômes qui apparaissent, une nature qui s'affine. Et c'est comme si vous aviez une planche de bois brut et à la fin vous avez un polissage qui devient tout à fait fini. Il y a un produit qui devient tout à fait fini. Dans les 2 couloirs de la citadelle exploitée par la famille, plus de 1200 barriques attendent patiemment leur affinage. Ici, les vins mûrissent de façon traditionnelle, dans des conditions idéales de conservation. Ce sont des conditions extrêmement stables. On a 11 degrés de température en hiver comme en été, et on a plus de 90% d'humidité, qui sont des critères vraiment idéaux pour le travail que nous faisons. Depuis peu, la maison Graffet s'est dotée d'une toute nouvelle lunothèque à 2 pas de la cathédrale de Namur. Point de vente et de dégustation, c'est aussi là une excellente manière d'appréhender et de comprendre les faits et gestes de cette profession si particulière. Et puisque nous sommes en ville, restons-y pour une balade à travers les rues du Piétonnier. Balade gourmande pour certains, délassante pour d'autres, ces quelques pas à allure modérée nous permettent en tout cas d'admirer un centre marqué par l'histoire militaire que connut la ville durant des siècles. Il y a eu 2 sièges importants au XVIIe siècle, en 1692 par Louis XIV, c'est Vauban, et puis après arrive Guillaume III d'Angleterre en 1695, qui lui est donc en même temps roi d'Angleterre, mais stade d'honneur de Hollande, et les Alliés reprennent la forteresse aux Français, et pratiquement
toute la ville est détruite, ou presque toute la ville, sauf certains bâtiments qui sont déjà construits en pierre ou en briques. Alors après, obligation de construire en pierre, en briques et des toits d'ardoise naturelle. Pendant une époque assez limitée, juste après ces sièges, vers 1700, pendant 10 ans, il y a une obligation de paver les greniers, avec même un baquet d'eau qui devait être prévu pour si jamais un boulet rouge se perdait de la citadelle, qu'on puisse directement l'étouffer et qu'il ne puisse pas mettre le feu à la maison à cause du plancher. Parmi tous les bâtiments importants à découvrir, la halle Alcher en bord de Sambre, le monument civil le plus ancien du Namurois. C'est un bâtiment construit donc au XVIe siècle. Il est d'une époque où justement on commence à parler de renaissance mosane, ce qui n'est pas le terme exact, mais donc une manière de construire où on va alterner les pierres et les briques. Et ici encore un toit assez fortement débordant puisqu'on est au XVIe siècle. À l'Alcher, donc qui veut dire c'est la boucherie, c'était l'endroit où on pouvait traiter, donc tuer les bêtes, mais aussi traiter la viande. Et c'était assez particulier ici parce qu'en même temps elle servait de poissonnerie, donc les poissons étaient aussi donc travaillés ici. À l'époque et pendant de nombreuses années, chaque corporation est en effet cantonnée dans des quartiers bien spécifiques. Namur était une ville qui n'a pas eu d'industrie, mais qui a eu un artisanat comme toutes les villes. Il y avait bien sûr les tanneurs à l'extrémité de la ville, et il y avait aussi les brasseurs, qui étaient une corporation assez riche. Pratiquement toute cette rue qu'on appelait à l'époque rue des Vifs était une rue qui avait été transformée en brasserie. Donnant sur la rue des Brasseurs, la rue du Bailly. Et dans cette rue, une adresse nous interpelle. Au fourneau, un certain Éric Lequeux, ancien étoilé, qui il y a un an lâche tout pour se consacrer à ce lieu qu'il gère seul en cuisine, bien loin de l'agitation de sa vie d'antan. Je voulais continuer, mais tout en proposant les mêmes produits aux clients, mais sans payer trop cher. Donc c'est pour ça que j'ai choisi un petit établissement. Pas trop de personnel, pas trop de décoration, pas d'argenterie, pas de cristal dans le Saint-Lambert, etc. Ce qui m'a permis de garder des prix tout à fait acceptables. Le matin on doit être là, l'après-midi on doit être là. En plus c'est petit donc je n'ai pas de place pour me mettre un plongeur ou quoi, donc on fait tout nous-mêmes. L'erreur, s'il y en a une, c'est moi qui l'a fait, c'est pas quelqu'un d'autre, donc ça sort comme je dois le faire, comme j'ai envie que ça sorte. Donc c'est ça qui est bien. Alors aujourd'hui, c'est un produit que j'adore travailler, c'est le riz de veau. Et ici, je vais l'accommoder avec un petit risotto au rognon et avec 2-3 girolles. Alors ce sera un petit beurre, un jus de veau au beurre de genévrier et une huile de cacahuète. Surtout pas trop travailler un produit. Il faut vraiment un pigeon, ça doit rester un pigeon. Voilà, une nodrie de veau, ça doit rester une nodrie de veau, ça ne peut pas être des petits dés, des bazars. Il faut que ça reste vraiment naturel. Maintenant, on peut l'accommoder de 2-3 trucs, mais pas plus. Avec la cuisine d'Éric Lequeux, on est bien loin des festins d'antan. Pour preuve, les menus illustrés par Félicien Rops, autre épicurien, artiste mal aimé ou mal compris au XIXe siècle, et dont on redécouvre l'œuvre au musée qui porte son nom. Ici, on est devant le célèbre enterrement en pays wallon, dont on dit qu'il s'est inspiré de l'enterrement en pays ornant de Gustave Courbet. Et donc, on voit là plutôt une scène de caricature d'un enterrement ici en province de Namur, avec la caricature des bedeaux, des ecclésiastiques, de la famille. Ici, on est dans la partie de sa rencontre avec Baudelaire. Et donc, on peut voir ici des œuvres qui commencent déjà à être plus sataniques et plus érotiques, avec par exemple La mort qui danse, où là, on voit un squelette avec les attributs féminins, la poitrine opulente et la tête d'un squelette. Là, c'est pour montrer un peu les effets de la prostitution avec les maladies qu'on pouvait avoir, la syphilis. Là, on peut voir en fait la femme qui tient un pantin dans sa main et qui est en fait l'homme. Donc l'homme et la femme est la tentatrice et elle utilise l'homme en fait. Elle le charme pour récupérer son argent. Je pense que c'était un grand amoureux de la femme au départ. Il avait peut-être deux sentiments antagonistes. D'un côté, il était un petit peu misogyne et d'un autre côté, il vouait un amour absolu aux femmes.
On a plusieurs exemples ici où on voit des accouplements ou des scènes érotiques, où là il y a quand même assez bien de violence. Et le couronnement de cette violence se fait ici dans la série des sataniques, où là on voit que Rops met en scène la femme, Satan, le diable et toutes les perversions qui pourraient en découler. Donc c'était pas un grand malade? Non, c'était pas un grand malade. Je pense que c'était un homme libéré qui était fort influencé par les mouvements littéraires et artistiques de son époque. Si Baudelaire était, on l'a vu, intime de Rops, il était également un grand admirateur d'un des monuments les plus incontournables de Namur, l'église Saint-Loup. Construite entre 1621 et 1645, l'église est un témoignage éloquent de la puissance et de la renommée des jésuites à l'époque, de l'art baroque en général. On sait que Baudelaire adorait cet endroit, il trouvait que c'était une des plus belles églises jésuites qui étaient, tout disait-il, tout brodées de noir, de rouge et de doré. Mais ça va peut-être pas lui porter chance, puisque la dernière fois qu'il va venir ici, il va s'effondrer sur le parvis et la maladie l'emportera quelques mois plus tard à Paris. Parmi tous ces éléments, il y a bien entendu le travail du bois, qui est très important dans cette église. Oui, les meubles sont importants dans cette église parce qu'ils correspondent à des nouvelles réformes suite au Concile de Trente, qui je dirais, obligent certains sacrements à développer plus que d'autres. Il y a un superbe banc de communion. La prêche, donc les sermons, c'est quelque chose aussi qui est extrêmement important parce que c'est en plus une des forces des jésuites. Ils sont très volubiles, ils savent parler aux foules. C'est une église prévue pour un peu comme un grand théâtre, une église halle. Et alors aussi, puisqu'on est tous humains, il faut de temps en temps aller se faire confesser. Et il y a ici 10 confessionnaux qui sont tous différents, qui sont donc des pièces maîtresses de cet endroit. Le grand hôtel, il manque d'argent. Ils vont réaliser un trompe-l'œil en faisant à base de bois une imitation de marbre et les mêmes couleurs sont plus ou moins représentées que le reste des décorations ici. Nous reprenons notre cheminement sur les traces de Vauban grâce à l'un des 70 circuits touristiques mis au point et proposés sur le site de la Fédération du tourisme de la province de Namur. Des circuits directement téléchargeables sur GPS et qui nous permettent de parcourir la région en suivant une thématique précise. C'est ainsi que nous prenons la direction du sud-ouest pour une première halte étonnante auprès d'un arbre remarquable de plus de 500 ans, la tchabotte, en wallon, la dent carriée. Dans le carnet de Vauban, lors de l'invasion des troupes françaises, il cite entre autres qu'il s'est arrêté à un endroit appelé le Remeton, qu'on retrouvera bien plus tard, 2 siècles plus tard, dans les cartes de Ferraris, qui le dessine et qui le cite comme l'arbre d'Hermeton-sur-Bière. Il sert tout simplement de borne pour faire la séparation entre 2 territoires qui étaient la principauté de Liège et le comté de Namur. À quelques kilomètres de là, une autre curiosité impose une nouvelle halte. Les fonts baptismaux de Furneaux, témoin unique en Belgique d'un art roman à son apogée.